Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à un webinaire offert par À la découverte de l'univers. Il y a quelques noms que je reconnais, des nouveaux noms aussi. Peut-être que c'est votre première fois ici. Je vais me présenter rapidement. Moi, je suis la directrice du programme À la découverte de l'univers. On est un programme qui est là pour aider à l'enseignement de l'astronomie. Donc, je vais en parler plus dans une seconde. Juste quelques informations justement sur le fonctionnement. Si vous avez à quitter, là, évidemment, là, ceux qui sont en direct avec moi, vous voyez que c'est enregistré, mais vous avez à quitter, justement, vous allez voir que c'est enregistré. Si vous écoutez l'enregistrement, ben merci de le faire par après. Puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pourrez me contacter aussi. Et je vais partager encore une fois le lien au Google Slides. Donc, vous avez accès à ça. C'est le code QR qui est là, c'est le même que le Bitly. Donc, justement, c'est pour accéder au Google Slides. Si vous êtes en direct avec moi, que vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. J'ai toujours ça ouvert du coin de l'œil. Donc, on peut fonctionner de cette façon-là. Attendez-moi un instant. Parfait. OK. Donc, je voudrais commencer par mentionner un peu la reconnaissance du territoire. Donc, moi, je suis basée à Thetford Mines, au Québec, dans le territoire Abénaki. Évidemment, notre programme, il est canadien, national, donc on n'est pas basé à un seul endroit. Chaque personne un peu fait sa propre reconnaissance du territoire. Je vais juste mentionner, moi, je trouve que la reconnaissance du territoire autochtone, moi, je trouve que c'est une première étape dans le processus de réconciliation. J'ai trouvé ça vraiment intéressant la première fois de m'informer un peu plus. Donc, le site Whose Land qui est là, il est en français et je vous invite fortement à aller cliquer, à aller voir si vous n'êtes pas au courant des communautés, en fait, sur quel territoire vous habitez ou les traités qui régissent un peu votre territoire, ben, c'est quand même intéressant aussi de le faire et de commencer à apprendre un peu plus sur les peuples qui sont ici depuis très longtemps. Alors, je veux quand même continuer aussi et mentionner à la découverte de l'univers, c'est quoi comme programme? En fait, on existe depuis plusieurs années, 2011 hein, qu'on a commencé. Notre but, c'est vous voyez, valoriser l'éducation, éveiller la curiosité. On sait que l'astronomie, c'est un sujet très large, hein, c'est l'univers au complet. Et c'est parfois un petit peu intimidant à enseigner, disons, il y a toujours plus de choses à apprendre. Donc, on est là pour vous aider. On crée des ressources, on offre des présentations, des webinaires, des formations gratuites, des activités en ligne. Des fois, on en fait en personne aussi. Peut-être que vous nous avez connus à travers l'Éclipse, qui a été un gros moment pour nous en 2024. Mais évidemment, on fait d'autres choses autour de ça aussi. Par curiosité, là, ceux qui sont en direct avec moi, écrivez-moi oui si vous avez déjà participé à des activités de la découverte de l'univers ou non si c'est votre première fois. Je suis comme curieuse. Donc oui si vous avez déjà participé, non si c'est votre première fois. C'est un peu des deux présentement. Oui, pour l'éclipse, justement, il y en a quelques-uns qui nous ont découvert comme ça. OK, ben merci, c'est intéressant. Bon, j'apprécierais que vous ne dessiniez pas sur l'écran non plus. Là, je vois qu'il y a quelques lignes qui sont apparues. C'est pas bien grave, mais on va essayer de ne pas en remettre plus, s'il vous plaît. Je mentionne aussi nos prochaines activités. Si vous allez sur notre site web et cliquez sur la partie événements, donc vous êtes inscrit à ce webinaire-ci, mais on a d'autres choses qui s'en viennent, entre autres un groupe de discussion. Moi, je crois fortement que l'astronomie peut aider à rendre le monde meilleur, juste avec la façon dont on a notre compréhension du monde un peu est changée quand on voit notre petite planète dans l'espace. Et je n'ai pas toutes les idées de comment amener ça en classe, mais j'aimerais ça en discuter avec vous. Si ça vous tente de venir jaser avec moi, il y a plusieurs dates pour les groupes de discussion, du projet que j'appelle Terre, vaisseau spatial. Comment on peut enseigner les notions d'astronomie tout en amenant cette perspective-là unique de notre planète et qui peut nous faire réfléchir aux ressources limitées, qu'on est tous citoyens de la planète Terre, ainsi de suite. Donc, je vous invite fortement. Les places sont limitées. Regardez ça. Si vous avez des questions générales, on parle des heures de bureau. Donc, vous pouvez venir me poser des questions comme vous voulez durant ces moments-là. On a un autre webinaire qui va faire le tour de nos ressources sur notre site web au mois de novembre. Et notre défi Explore le ciel qu'on fait à chaque hiver pour vous inviter à découvrir le ciel avec vos élèves. On vous guide de semaine en semaine pendant 2 mois, dans le fond, un peu à voir qu'est-ce qui est visible dans le ciel. Oui, c'est en décembre, janvier. Il fait pas toujours beau, c'est froid, mais le soleil se couche tôt. Donc, c'est facile pour les élèves d'observer, même les plus petits. Donc, ça, c'est nos prochaines activités. C'est sur notre site web dans la section événements.
Je mentionne aussi que notre webinaire cette semaine, le timing n'était pas complètement aléatoire. C'est la semaine de la culture scientifique. Vous pouvez aller voir, ils ont plein d'autres activités en ligne. Et c'est le jour de la nuit. J'aime bien le nom. C'est organisé, en fait, c'est une initiative qui vient de France, qui est dans la francophonie, et la réserve de ciel étoilé du Mont-Mégantic, qui est basée au Québec, a parti un peu, a ramené ça ici. Donc, vous pouvez aller voir, ils ont des activités, ils ont des idées euh, le- pour pouvoir profiter du ciel, finalement. Je trouvais que ça marchait bien avec notre webinaire de Stellarium, qui est un peu de découvrir le ciel aussi, comment l'utiliser en classe. Donc, je vous ai mis les liens, vous pouvez aller fouiller sur ça. Donc, le sujet d'aujourd'hui, qu'est-ce que Stellarium? Encore une fois, là, j'ai une question pour vous. J'aurais peut-être pu partir un petit sondage, un petit peu facile dans le chat. Quels sont ceux qui ont déjà utilisé Stellarium? Donc, oui, si vous avez déjà utilisé Stellarium, non, si c'est complètement nouveau. Jamais, oui, 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 non, non, un peu. Excellent. Donc, ça, je pense que ça, on voit qu'il y en a qui connaissent ça un peu. Il y en a beaucoup que c'est tout nouveau, il y a longtemps. C'est sûr que pour ceux qui l'utilisent déjà, peut-être que, tu sais, je vais quand même y aller plus avec les fonctions de base, mais n'hésitez pas si vous avez des questions plus avancées, là. Mais même là, moi aussi, je l'utilise beaucoup pour les notions de base, justement pour dans l'enseignement, là. Mais bref, on va avoir. Regardez ça ensemble. C'est génial, Stellarium. C'est un programme de planétarium virtuel qui fonctionne directement soit dans votre navigateur. On peut télécharger une version sur ordinateur ou sur appareil mobile aussi. Très utile pour enseigner. En fait, il y a différentes raisons qu'on peut utiliser justement. Évidemment, si on veut parler du ciel nocturne, ben, vous enseignez de jour. Donc déjà là, le ciel nocturne est inaccessible. Mais même là, avec la météo, avec la pollution lumineuse, si vous êtes dans des villes, ce n'est pas toujours évident d'avoir accès au ciel nocturne. Mais le ciel est magnifique, c'est le fun. Ben, c'est sûr que c'est toujours gagnant de voir le vrai ciel, mais on s'entend que c'est ça, là. Dans l'enseignement, c'est pas toujours facile. Si vous avez la chance de pouvoir aller visiter un planétarium, évidemment, c'est toujours très intéressant d'être vraiment immersé dans le dôme, d'avoir le ciel en 3D au-dessus de nos têtes, mais c'est pas toujours possible non plus. Donc, en 2D sur un écran, c'est quand même une belle alternative. Il y a quand même des choses qui sont possibles dans Stellarium qui ne sont pas possibles dans le vrai ciel non plus. C'est qu'on peut simuler le ciel autrement. On peut accélérer le temps, ce qui nous permet de voir comment le ciel bouge, comment tout semble bouger dans le ciel. C'est la Terre qui bouge, mais comment tout semble bouger dans le ciel. On peut modifier la date aussi, on peut aller voir ailleurs sur Terre. Donc, il y a vraiment des fonctions qui sont encore un peu, ben, c'est ça, plus avancées que le vrai ciel dans un sens, mais de modéliser ça de façon différente. C'est très facile d'utilisation aussi, autant par le personnel enseignant que les élèves. Donc, bon, peut-être préscolaire, ce serait plus difficile, là, mais pour les élèves fin du primaire, début secondaire, c'est vraiment un outil qui est, c'est ça, fin du primaire ou secondaire, c'est vraiment un outil que les élèves peuvent utiliser eux-mêmes. Et quand j'ai commencé ma carrière en communication scientifique, il y avait des logiciels où j'ai beaucoup utilisé Starry Night, qui est un très bon programme, mais c'est sûr qu'il est payant, alors c'est quand même le fun d'avoir un programme gratuit comme Stellarium. Comment l'obtenir? Moi, je vais surtout utiliser la version web aujourd'hui parce qu'elle est très conviviale. Elle est directement dans votre ordinateur, dans votre navigateur, donc rien besoin de télécharger. En classe, je crois que ça rend ça beaucoup plus simple. Euh, Par contre, la version téléchargeable, l'avantage, c'est qu'on peut l'avoir en français. Donc, les contrôles sont en français. Ça reste que je crois que c'est quand même assez convivial à utiliser. Mais je sais qu'il y a dans les écoles, par exemple, ils l'ont installé sur tous les ordinateurs parce que c'est quand même un outil qu'ils vont recommander beaucoup. Donc, c'est intéressant de faire ça. Il y a aussi l'appli mobile qui est dans Google Play ou App Store. Je le mentionne, il y a quelques fonctions intéressantes qui ne sont pas sur les versions web ou téléchargeables. La partie mobile, par exemple, c'est vraiment des téléphones intelligents qu'on a, donc ça va savoir on est où sur Terre, dans quelle direction qu'on regarde, et on peut tenir notre cellulaire c'est devant nous, dans le fond, et ça va nous montrer la partie du ciel qu'on voit dans cette direction-là. Donc, il y a vraiment une fonction en direct là, qui peut nous permettre de s'orienter puis de reconnaître les choses dans le ciel. Mais en classe, moi, je pense que la version web, entre autres, ou téléchargeable, c'est vraiment la plus pratique. Donc, ce que je vais faire, excusez, dans le fond, oui, c'est ça, excusez, j'ai écrit deux fois. Je vais mentionner, je vais vous montrer les commandes générales de Stellarium, comment l'utiliser en classe, puis je vais vous parler comme de cinq un peu activités
en lien avec le programme scolaire, 5 comme concepts qu'on peut vraiment expliquer avec Stellarium. Et je veux mentionner qu'on a notre guide qui s'appelle Lever les yeux vers le ciel, qui peut complémenter vos activités. Je vais juste aller rapidement sur notre site web. C'est un guide que j'ai rédigé il y a quand même près de 10 ans maintenant. Mais il y a plusieurs activités ici qui peuvent complémenter votre compréhension du ciel. Donc, je vais moins parler du guide, mais sachez qu'il est là sur notre site web. Tantôt, je mentionnais rapidement, là, les prochaines activités, c'est ici dans événements. Dans les ressources, levez les yeux, c'est celle-là que je suis en train de vous montrer justement. Et je tiens à mentionner que là, je ne continuerai pas dans les Google Slides, dans les diapositives. Je vais aller directement dans Stellarium, mais dans les diapositives, là, encore une fois, je vais les partager. Voilà, dans les diapositives, les images que vous voyez un peu plus loin, c'est tiré du guide Lever les yeux vers le ciel. Donc, ça vous permet de voir un peu qu'est-ce qu'il y a là. Et je vois que quelqu'un a partagé le lien vers le planétarium de Montréal. Bon, évidemment, et bien sûr, il y a un gros planétarium à Montréal. J'imagine que vous êtes surtout des gens du Québec parce qu'on est un programme pan-canadien, hein, je le mentionne quand même. Et des fois, on a des gens dans la francophonie au complet. Je ne sais pas s'il y en a qui viennent de l'extérieur du Canada, écrivez-le dans le chat, je serais curieuse de savoir. On a peut-être des gens d'Europe, malgré qu'il commence à être tard de votre côté. Mais c'est sûr, c'est ça. Donc, bon, c'est ça, les gens de la France, bienvenue. Donc, évidemment, s'il y a... ah, excusez, je viens d'envoyer le lien. Excusez-moi, je recommence. C'est ça, si vous êtes basé au Québec, évidemment, on connaît le planétarium à Montréal. Il y a aussi des groupes qui font des planétariums mobiles. Si vous avez la chance d'en inviter un dans votre école, ça vaut la peine. Le fait d'être dans un dôme, c'est vraiment une expérience extraordinaire aussi. Mais là, je viens de voir, je l'avais envoyé, malheureusement pas à tous, donc je viens de renvoyer dans le chat les Google Slides. OK, donc, ce que je vais faire à partir d'ici, c'est qu'au lieu de vous montrer les commandes et tout ça avec les diapositives, dans le fond, ça va servir plutôt d'aide-mémoire pour vous. Je vais aller directement dans Stellarium Web et vous montrer un peu comment ça fonctionne. C'est nouveau. Ça fait quelques années que la version web, pour moi, je dois admettre que ça a été un gros coup de cœur parce que ça a vraiment permis d'y accéder de façon vraiment euh, de façon facile pour beaucoup d'enseignants et d'enseignantes parce que c'était pas toujours évident de l'installer sur les ordinateurs, alors que la version web, ben, c'est tout simplement dans le navigateur, donc ça fonctionne très bien. Bon, quand vous le partez, on peut minimiser le menu. Je vais y revenir après. La première chose que vous devez vérifier, en théorie, normalement, quand on le part, mais parce que j'ai joué avec aujourd'hui. En théorie, quand on le part, ça va prendre la date d'aujourd'hui et l'heure à laquelle en fait, votre ordinateur est installé. C'est ça. Donc, en général, quand on le part, c'est comme ça. Ce qu'il faut vérifier tout de suite, c'est est-ce que votre position est bonne. Parce que si ça ne reconnaît pas votre adresse IP, par exemple, ça va vous mettre, je crois, ça nous met aux latitudes 0 et longitude 0, qui est quelque part au large de l'Afrique. Donc, ça ne sera pas du tout le même ciel. Donc, il faut s'assurer que vous êtes au bon endroit. Et moi, c'est un peu bizarre, là, ça dit que je suis près d'Irlande. Je suis à Thetford Mines. Irlande, c'est un tout petit village, une toute petite municipalité, mais je ne sais pas pourquoi ça me dit tout le temps ça quand. C'est pas tout le temps parfaitement précis. Des fois, ça me met à Victoriaville. Tu sais, tant que c'est dans la ville proche, là, c'est quand même correct. Et là, je tiens à mentionner aussi, si pour ceux qui écoutent l'enregistrement aussi ou qui viennent, comme les gens d'Europe, en fait, Europe, c'est à peu près la même latitude. Mais bref, je vais vous montrer le ciel du sud du Québec, du sud du Canada, c'est pas mal le même. L'Europe, ça se ressemble aussi, mais si on a des gens de l'Afrique, par exemple, ou dans un pays d'Afrique plus au sud, ben à ce moment-là, ça se peut que ça soit quand même assez différent de ce que vous allez voir chez vous. Donc, assurez-vous que vous êtes à la bonne place. En théorie, avec l'Internet, ça devrait trouver autolocation. Sinon, ben, faites juste déplacer votre curseur, disons, et ça va être correct. Bon, dans ce cas-ci, ça ne fait pas grande différence. Voilà. Donc là, on a un horizon par défaut. C'est toujours le même, même en hiver, c'est du gazon. Et en général, quand ça part, c'est vrai, le tantôt j'avais joué avec, mais on part au nord. Et souvent, par défaut, il va nous mettre comme la journée même, mais le soir, juste pour montrer un ciel de nuit.
Mais là, souvent, on peut être orienté vers le nord et vous voyez, là, je fais juste simplement cliquer et je glisse. Je peux vraiment me déplacer pour voir le ciel partout. On voit que le ciel est du côté ouest, qu'il va se coucher bientôt. On a les fonctions, justement, ici, la position, c'est la plus importante. On a le temps ici. Donc, ça va prendre, tantôt, là, j'ai mis back to real time. Dans le fond, ça ramène à présentement. Mais on peut vraiment faire avancer le temps. On peut le faire avancer comme ça, tu sais, dans 2 heures pour montrer le ciel noir. Je peux aussi utiliser ça ici là, pour faire glisser. Et justement, je vais venir vers 20 heures ce soir un peu pour montrer le ciel. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Tu sais, les élèves, par exemple, là, pourraient s'amuser à voir le ciel le jour qu'ils sont nés. Est-ce que le ciel, la journée de leur fête, est toujours pareil? Tu sais, il y a des petites questions comme ça qu'on peut se poser. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a une étoile filante qui vient de passer. Les étoiles filantes, ce n'est pas en temps réel, là. Il n'y a aucune façon de savoir. Ils en ont mis quelques-unes au hasard qui se promènent de temps en temps. Donc, si vous les voyez, c'est ça. Mais on peut vraiment jouer avec les années aussi, les mois, les jours, là. C'est une fonctionnalité assez intéressante. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme fonction? Bon, ben, en fait, en premier, vous voyez ici, là, c'est en anglais, hein, comme je vous disais, la version web. On a des étoiles. Je vais cliquer par exemple sur Vega, une étoile très brillante là, qu'on voit l'été et l'automne. Rapidement, quand on clique dessus, ça nous donne énormément d'informations ici. Là, probablement que c'est le plus que vous avez de besoin. Tous les noms de Vega, excusez-moi. Je fais juste mentionner la magnitude. Ça nous indique à quel point c'est brillant, si ça vous intéresse. Mais ce qui est probablement plus intéressant, des fois, qu'on peut comparer d'une étoile à l'autre, c'est les distances. Puis là, ça dépend vraiment si vous voulez aller jusque-là. C'est en années-lumière. Là, je ne passerai pas un gros cours à expliquer c'est quoi une année-lumière, mais c'est l'unité de distance qu'on utilise dans le ciel. Mais ce qui est intéressant, des fois, c'est de voir à quel point deux étoiles qui peuvent paraître à peu près aussi brillantes dans le ciel peuvent être à des distances vraiment différentes. Vega était à 25 années-lumière. Deneb, c'est une des étoiles les plus lointaines qu'on voit facilement à l'œil, est à plus de 1400 années-lumière. Donc, déjà là, de comprendre l'aspect 3D du ciel, c'est vraiment intéressant aussi. Des fois, on appelle ça la voûte céleste ou la sphère céleste au-dessus de nous, mais en fait, ce n'est vraiment pas. Nous, on la voit comme une demi-sphère, mais c'est vraiment en 3D, hein. Les distances sont vraiment très différentes. Donc, ça, je trouve ça intéressant de le mentionner ici, les distances là, qu'on peut retrouver là. On peut aussi zoomer sur un objet. Donc, disons que je clique sur Saturne, qui est visible dans le ciel ce soir. Saturne est visible ces temps-ci au sud-est, là, après le coucher du soleil. C'est une étoile relativement brillante, pas la plus brillante. Elle ne saute pas aux yeux comme d'autres pourraient le faire. Donc, il faut quand même être capable de l'identifier, mais elle est quand même toute seule un peu dans cette région-là. On a Fomalhaut ici qui est beaucoup plus basse à l'horizon. Donc, Saturne est là. On pouvait la voir à l'œil. Et là, on peut la centrer et soit j'utilise la petite roue sur ma souris ou bien je peux utiliser ça ici pour zoomer et aller voir la belle planète avec ses anneaux. De ce temps-ci, les anneaux sont vraiment vus de côté, par la tranche qu'on dit, là, tout dépendant des saisons de Saturne, avec son inclinaison. Des fois, on les voit beaucoup mieux. Présentement, ils sont à peine visibles de côté. Mais on voit ces anneaux, puis vous voyez ces lunes principales aussi, dont la plus grande Titan. Titan, on peut la voir avec un petit télescope aussi. Donc, voilà, vous pouvez zoomer aussi sur n'importe quoi, là. Je prends l'exemple avec Saturne, mais voilà, une autre fonction de Stellarium. Maintenant, si on vient voir en bas ici. On peut afficher les constellations. Donc là, on a les dessins et les noms en anglais, mais en fait, en anglais, ça utilise les noms latins. Donc, c'est les noms en latin. C'est moins pratique en français, mais quand même, ça peut nous guider un peu à savoir qu'est-ce qu'on voit. Et en passant, ça, ce sont les constellations qui sont utilisées comme système de référence dans le monde, c'est des constellations occidentales. Mais les constellations, c'est des dessins qu'on a inventés dans le ciel, hein. Ce ne sont pas des objets qui existent vraiment dans le ciel. C'est un système de référence. C'est comme par exemple, peut-être vous connaissez la grande ours, on va aller la voir dans quelques minutes. Mais la grande ours, dans le fond, quand on la voit, ben, on sait, tu sais, c'est comme un peu, on regarde dans cette direction-là dans le ciel, là. Donc, c'est pas. C'est un système de référence qu'on utilise pour s'orienter dans le ciel, mais ce ne sont pas des choses absolues. Et d'ailleurs, justement, plusieurs cultures ont leur propre constellation. La version web, malheureusement, montre juste les constellations occidentales, celles qui sont utilisées par les astronomes, dans le fond, dans le monde entier, mais comme un peu comme référence. Mais dans les versions téléchargeables et même la version mobile, vous pouvez aller changer la culture des constellations.
Donc, vous pouvez découvrir les constellations inuites, les constellations égyptiennes. On va revenir à ça un petit peu plus loin. Donc, vous pouvez faire afficher les lignes et les noms. Vous pouvez faire afficher les dessins. Ça, souvent, les jeunes adorent cette partie-là. C'est toujours intéressant à voir. Et d'ailleurs, ça va peut-être vous permettre de comprendre pourquoi on appelle ça la grande ours. Moi, je me souviens, quand j'appelais ça la grande ours, je comprenais pas, elle était où l'ours? Elle était où? Donc, Ursa Major, ici, vous reconnaissez peut-être la partie qu'on appelle la casserole ou le chaudron, peu importe comment vous voulez l'appeler. Donc, ça, c'est la partie la plus évidente dans le ciel. Mais en ajoutant quelques étoiles qui sont beaucoup moins brillantes, on peut comprendre que ça ressemble un peu à une ours, à part la longue queue, qui a vraiment pas rapport. Mais bon, dans la mythologie, ils ont mis l'ours avec une grande queue. Donc, voilà la grande ours dans le ciel. La petite ours est juste ici. Moi, je trouve que ça ressemble plus d'une moufette, là, vu comme ça rapidement. Mais Ursa Minor, la voici, beaucoup moins évidente à voir dans le ciel, la petite ours, que la grande ours. Il y a l'étoile polaire ici, on va y revenir. L'étoile polaire est intéressante, Polaris. Et les deux autres étoiles qui sont un peu plus brillantes, mais les quatre autres dans le milieu, là, en ville, on ne les voit pas vraiment. Il faut être plus en campagne pour les voir. Comme autres, je vais enlever ici le lézard. Autre chose qu'on peut changer, on peut enlever l'atmosphère. Ça peut peut-être paraître bizarre, mais ça, c'est une fonction super intéressante. Vous avez peut-être remarqué, je ne sais pas à travers Zoom comment ça fonctionne, comment ça paraît, mais non, excusez, c'est pas ça que je veux faire, c'est revenir ici. C'est devenu plus noir sans l'atmosphère. Il faut dire que ces soirs-ci, on a la Lune qui était pleine il y a quelques jours. D'ailleurs, ce soir, la Lune va être proche justement des Pléiades, un bel amas d'étoiles, si jamais c'est dégagé et que vous pouvez aller voir dehors, malgré qu'avec la Lune très brillante, on va moins voir les Pléiades à côté parce que c'est quand même, la Lune émet beaucoup de lumière, pas émet, reflète beaucoup de lumière du Soleil, donc elle est assez brillante dans le ciel, puis on voit moins bien ce qui est autour. Mais vous voyez, justement, là, donc, quand les soirées de Lune, quand on est en campagne, on voit vraiment que c'est plus brillant dans le ciel. Si j'enlève l'atmosphère, ben, à ce moment-là, c'est plus foncé. Puis une autre chose qui est intéressante, ben, je vais revenir ça après. Vous pourriez aussi enlever ce qui est en dessous de vos pieds pour aller voir les étoiles sous nos pieds. Et les étoiles peut-être de l'hémisphère sud qu'on ne voit pas, justement, du Canada. Mais bon, on va rester avec les étoiles qu'on voit, donc on va remettre le sol. Mais ça, c'est intéressant pour les jeunes aussi de réaliser des étoiles. Oui, il y en a au-dessus de nos têtes, mais il y en a aussi en dessous de nos pieds. De l'autre côté de la Terre, si on continue très très loin. Tu sais, quand ça nous permet de nous placer un peu dans l'univers, là, je trouve ça intéressant, là, ce point-là. Là, vous voyez peut-être, ah, il y avait quelque chose qui était là. Il y avait oui, c'est ça. Vous allez sûrement voir beaucoup de petits points verts comme ça se déplacer. Il y a maintenant énormément de satellites artificiels, particulièrement des Starlink. On les voit, vous allez en voir passer beaucoup dans Stellarium aussi. Ce sont des satellites, évidemment, en orbite autour de la Terre qui reflètent la lumière du Soleil. Donc, d'ailleurs, je devrais le mentionner, là, quand on les voit dans le ciel, c'est comme des petits points. Je ne sais pas si vous êtes capable de le voir, le petit point qui se déplace au bout de mon curseur rose. Dans Stellarium, des fois, ils émettent comme en forme vraiment de satellite, mais en réalité, regardez, là, il y en a plein, là. Mais en réalité, c'est tout simplement un petit point qui se déplace, là. Si vous voyez un point qui se déplace et qui clignote, si vous voyez du rouge aussi, ça, c'est des avions. Les satellites vont prendre quelques minutes pour passer d'un horizon à l'autre. Des fois, on va les perdre en plein milieu, parce que la raison qu'on les voit, c'est qu'ils vont refléter la lumière du soleil, mais des fois, ils tombent dans l'ombre de la Terre, puis on ne les voit plus non plus. Mais c'est ça, vous allez en voir beaucoup, donc je tenais à le mentionner, là. Si vous voyez des petits points verts passer, c'est ça. On a aussi d'autres fonctions, excusez, ici, là, qui sont les grilles de coordonnées. Je vais y revenir un peu plus loin. Vous pouvez faire afficher les objets du ciel profond, mais ça, si on zoome pas trop, on les voit moins. Mais comme par exemple, ici, c'est une galaxie. Si je l'enlève, ben là, ça ne l'a pas encerclé. Mais la galaxie d'Andromède, par exemple, juste là, c'est notre voisine. Voilà. Donc, vous pouvez les faire encercler dans le fond si vous voulez. Et je mentionne rapidement l'autre paramètre ici, c'est le night mode, vision de nuit. Si vous allez à l'extérieur, là, c'est moins en classe, mais si vous l'amenez à l'extérieur, je recommande de mettre la vision de nuit parce que quand on est sous le ciel nocturne, nos yeux s'habituent à la noirceur et on voit beaucoup mieux dans la noirceur. C'est ça, on le voit tout le temps chez nous. Le soir, disons, on ferme les lumières. Là, on finit par voir comme il faut dans le noir, ben, comme il faut, mieux. Et dès qu'on rouvre une lumière, on perd notre vision nocturne. Donc, si vous voulez bien voir les étoiles, ben, mettez la vision, le night mode, parce que la lumière rouge affecte moins notre vision nocturne. Donc, vous allez pouvoir voir votre écran et quand même voir le ciel assez bien. Sinon, chaque fois que vous allez ouvrir votre écran, par exemple, ça va vous éblouir puis vous allez perdre votre vision de nuit. Évidemment, vous pouvez aller plein écran.
Il y a quelques options dans les menus que je tiens à mentionner. Ici, il y a une petite partie que je trouve intéressante. Les planètes ce soir. Ça dit, par exemple, quand la planète va être visible. Donc, par exemple, Saturne va être visible ben, un peu avant le coucher du soleil, mais évidemment, au coucher du soleil, c'est là qu'on peut commencer à la voir. Donc, Saturne va être visible presque toute la nuit. Donc, disons, coucher du soleil, lever du soleil ici, là, la partie noire, c'est la nuit. La Lune, même chose ce soir, mais demain, ça va changer. Tu sais, les planètes, ça ne change pas tant que ça de soir en soir, mais ça va changer après quelques semaines. Jupiter va se lever plus tard ce soir, va être visible par après. Mais par exemple, Mars, de ce temps-là, c'est pas un bon moment pour la regarder parce qu'elle se couche, ben pas, elle se couche, elle est pas mal là de jour. Elle se couche pas mal avec le soleil. Après ça, on ne le voit plus. Donc, la visibilité, excusez, des planètes, c'est intéressant. Je vais remettre un autre, les settings, tantôt, je vais rajouter quelque chose ici. Dans la partie Observe, je le mentionne. Bon, vous pouvez faire un logbook, là, je pense pas que c'est ce qui est le plus intéressant. Le calendrier vous dit qu'est-ce qui est intéressant au mois d'octobre. Ça peut être intéressant. Puis là, si vous cliquez dessus, ça va vous dire c'est quoi. Sauf que, par exemple, ça va dire l'éclipse du 21 octobre. Euh, Même là, je suis un peu mêlée. En tout cas, c'est pas. Ouais, c'est ça, il n'y avait pas d'éclipse, moi aussi. Je suis comme un peu mêlée, là. Il y a quelques erreurs dans ça. Donc, on s'y attarde pas trop. Ouais, OK. Vite de même, je viens de me réaliser. Mais en fait, même si c'est pas visible où vous êtes aussi, ça peut l'écrire. Donc, c'est pas toujours évident. Mais là, on dirait qu'il y a quelques erreurs. Fait que on va repenser à cette option-là. Euh, Ignorer ce que je viens de dire. OK. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Ça, c'est les fonctions de Stellarium Web. Là, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'on peut en faire. À la fin, je vais vous amener sur la version téléchargeable. Mais il me semble que, OK, je suis un peu mêlée dans les éclipses. Je sais qu'il y en avait le mois dernier. Euh, mais je suis un peu mêlée. Mais c'est ça, ne sont pas visibles d'ici, là. Fait que merci. Je vais y revenir. OK. Donc. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, la première partie que j'avais mentionnée, c'est le mouvement. Un peu comment ça se passe. Ben là, c'est cela qui est le fun de jouer avec l'heure, par exemple. Si on augmente d'heure en heure, ou bien si je suis capable de faire minute par minute, et voilà. Donc, on regarde vers l'est, j'augmente le temps de minute par minute, et vous voyez comment ça bouge dans le ciel. Tout semble se lever vers l'est. Vous avez vu, Jupiter vient de se lever aussi, la constellation d'Orion. Là, on est rendu à 2 heures du matin. Mais là, c'est le temps, le but, c'est pas tant de reconnaître ce qui est dans le ciel que de voir un peu comment les choses bougent. Si je vais vers le sud, vous allez voir que tout se déplace de l'est vers l'ouest, hein, et comme étant son point le plus haut au sud. Ça, c'est parce qu'on est dans l'hémisphère nord. Là, vous allez voir que le gazon vient de changer de couleur, c'est parce que le soleil s'est levé. Voici le soleil, on est rendu demain matin à 9 heures du matin. C'est ça qui est intéressant, là, j'ai enlevé l'atmosphère tantôt. Et là, on peut voir que même de jour, quand le soleil est là, évidemment, il y a des planètes, il y a des étoiles dans le ciel au-dessus de notre tête. On ne les voit pas parce que le soleil rend l'atmosphère comme opaque. La lumière est diffusée dans l'atmosphère et on ne voit pas ce qui est en arrière. Sur l'atmosphère, ça ressemble à ça. Mais en réalité, les choses sont toujours là dans le ciel. Donc ça, moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Je me souviens encore quand j'avais fait Ah, ben oui, ça a du sens, là, je comprends. Tu sais, mais donc, je trouve que c'est une fonctionnalité qui est intéressante avec Stellarium de pouvoir enlever l'atmosphère, justement. En passant, vous voyez un peu la grosseur des points, là, ici, c'est juste pour montrer à quel point c'est brillant. Ce n'est pas vraiment la grosseur euh, de l'objet, là. Vénus est très brillante dans le ciel. Si vous vous levez de ce temps-là, je vais revenir un petit peu en arrière. Attendez, je vais remettre l'atmosphère là, pour que ça soit plus normal. Et là, je vais revenir, disons, demain matin à 6 heures. Si vous vous levez très tôt depuis des mois, vous avez peut-être remarqué une étoile très brillante à l'est. En fait, ce n'est pas une étoile, c'est la planète Vénus, hein, qui domine le ciel du matin là, depuis déjà un petit bout. Là, elle se rapproche tranquillement du Soleil en faisant qu'elle tourne autour du Soleil. On va la perdre pendant quelques mois. Et au mois d'avril prochain environ, elle va revenir dans le ciel de soir. Mais je ne sais pas s'il y en a qui l'ont observé. Si vous vous levez tôt et que vous voyez quelque chose de brillant à l'est, c'est Vénus. Mais là, je reviens au mouvement, justement. Donc, mais là, je vais renlever l'atmosphère pour ça parce que je trouve que c'est plus facile quand ça avance. Voyons, excusez, j'ai comme un bug avec ma souris, là. Hé, excusez, allô? Ça va, ça. Voyons. Ça va pas bien si ma souris commence à ne plus fonctionner. Bon, non, c'est bon, je l'ai enlevé. On va essayer comme ça.
Donc là, OK, on a regardé vers... OK, ça, c'est pas agréable. Je vais reloader la page là, parce qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Donc, justement, quand on part la page, en général, on part vers le nord. Ça va comme automatiquement à la journée, mais à la noirceur. Et là, je le vois que c'est encore à la bonne position, donc c'est beau. Bon, OK, là, tout fonctionne. On recommence. Donc, je vais remettre les constellations, là, juste pour avoir un peu une référence. Si j'augmente le temps encore, ben, vous voyez au sud, justement, donc tout se déplace de l'est vers l'ouest. Et à l'ouest, ben, là, ça tout semble se coucher. Mais là, j'ai dit tout semble se coucher. Nous autres, on dit le soleil se couche, la lune se couche. Et moi aussi, j'utilise ces expressions-là, là. C'est pas, c'est pas une question de si un vrai astronome n'utilise pas le terme se couche, même si c'est pas vrai que c'est la lune qui se couche, c'est la Terre qui tourne. Mais c'est correct, c'est l'expression qu'on utilise. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que c'est la Terre qui tourne vers l'est. Donc, en tournant, nous, il y a comme des nouvelles choses qui apparaissent. Et là, au lieu d'imaginer que c'est le ciel qui descend, imaginez que c'est l'horizon qui monte, hein. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe, hein. Quand on regarde vers l'ouest, c'est comme c'est la Terre qui monte dans un ciel immobile. Immobile, très, très éloigné. Il y a des mouvements dans tout ça, mais en gros, c'est ce qui se passe, hein. Si je reviens à l'est, oups, on est rendu de jour, mais regardez, essayez d'imaginer ça, là, rapidement, que ce n'est pas le ciel qui se lève, mais que c'est l'horizon qui descend et qui nous permet d'en voir de plus en plus. C'est sûr que nous, on n'a pas l'impression que c'est notre horizon qui descend, on n'a pas l'impression de bouger, mais la réalité, c'est que c'est ça le mouvement diurne, tu sais, le mouvement de la Terre qui tourne sur elle-même. Et il y a tout le temps une partie qui est cachée sous l'horizon, mais après ça, on peut voir tout le temps une partie, et ça va varier au fur et à mesure que la Terre tourne sur elle-même. Donc, je ne sais pas si vous êtes capable de le visualiser, là, d'imaginer que c'est la Terre qui plonge dans cette direction-là un peu, l'horizon qui descend et le ciel qui monte, mais c'est ça, hein, le mouvement. Le mouvement du ciel, c'est la Terre qui tourne, dans le fond. Donc, on a regardé à l'est, au sud, à l'ouest. Je reviens au nord. Au nord, c'est un peu différent. Regardons bien. Oups, excusez, on va regarder comme ça. Regardez bien ce qui se passe quand j'augmente le temps de cette façon-là. Là, j'augmente minute par minute. Donc, vous voyez le temps qui avance rapidement. Là, on voit que c'est pas vrai que ça se couche puis ça se lève. Regardez bien la grande ours juste ici, là. Vous allez voir, là, elle est haute dans le ciel. Ça, c'est de jour. Là, elle va venir plus basse à l'horizon. De ce temps-ci, après le coucher du soleil, elle est comme basse au nord-ouest, hein. Mais la grande ours ne se couche pas. Elle va passer près de l'horizon, elle baisse, mais ensuite, elle remonte. Vers le nord, on dit que c'est des constellations circumpolaires. Ça veut dire qu'elles font le tour de l'étoile polaire, elles font le tour du pôle nord céleste, mais elles sont toujours visibles. Mais ça, ce sont intéressantes, ces constellations-là, parce que ça veut dire qu'elles sont visibles toutes les nuits de l'année. Euh, Pas toujours au même endroit dans le ciel, évidemment. Pas exactement, à part l'étoile polaire. Donc, j'y arrive justement à l'étoile polaire dans une minute, mais c'est une belle référence pour commencer à apprendre le ciel. Donc, la grande ours, non seulement elle a une forme assez facile à reconnaître, elle est visible n'importe quelle nuit de l'année du Canada, de l'Europe, d'une latitude nord. Si vous êtes beaucoup plus au sud, ça va être différent, ça ne marchera pas. Là, ce que je vous parle, c'est, disons, c'est ça, du Canada. La majorité de la population est au sud du Canada. Quand on est plus au nord, ben, elle va être toujours visible aussi, mais le ciel serait différent un peu. L'étoile polaire, ici, pointe toujours vers le nord. Et là, regardez, je vais aller encore plus vite. Attendez un petit peu, là, je vais revenir en arrière. Regardez bien si je bouge vite, ce qui se passe, hein. Tout semble tourner autour de Polaris. En fait, Polaris ferait un petit, petit cercle, mais vraiment pas très grand. Si je mets une grille, la grille que je viens de rajouter, c'est les coordonnées équatoriales qu'on appelle. Si vous imaginez un peu là, sur la Terre, la latitude et la longitude, je vais revenir en arrière une minute, là, excusez, je bouge beaucoup de choses. Imaginez sur la Terre là, les lignes de latitude et longitude, puis là, projetez ça dans le ciel. Ça donnerait une grille comme on voit ici présentement. Ce sont les coordonnées célestes. Donc, tout comme chaque ville ou chaque endroit sur Terre a ses coordonnées est, ouest puis nord, sud, un peu la latitude et la longitude, justement, mais là, dans le ciel, on a notre système de coordonnées célestes qui nous permet d'identifier chaque point du ciel avec ses coordonnées. Et c'est comme ça qu'on va pointer les télescopes, par exemple. Les télescopes de recherche, on va entrer les coordonnées qui sont l'ascension droite, juste ici, et la déclinaison, et on rentre dans notre télescope, le télescope sait où pointer.
Bon, petite parenthèse, vous n'avez pas besoin nécessairement de savoir tout ça, mais ce que je veux vous montrer, c'est que Polaris est très près de ce qu'on appelle le pôle Nord céleste, qui serait juste ici, qui serait le point directement au-dessus du pôle Nord, serait là, mais Polaris est très, très près de ça. C'est une coïncidence, hein? Euh, si on regarde notre petite planète, ah ben justement, j'en ai une ici avec un axe de rotation. Tu sais, notre petite planète, quand elle tourne, là, il y a la punaise aussi qui indique le sud du Québec où je suis située. Mais la Terre, quand elle tourne, elle a un axe de rotation. Imaginez très, très loin dans cette direction-là, ça donne qu'il y a une étoile qui n'est vraiment pas la plus brillante du ciel, mais qui est assez brillante pour être repérée. Et ça nous sert de référence extraordinaire dans l'hémisphère nord parce qu'elle est quand même assez près du pôle nord céleste. Donc, quand la Terre tourne, ce point-là semble seulement tourner sur lui-même environ et ça reste toujours le nord, ça nous pointe toujours vers le nord. Donc, très pratique, Polaris. Donc, tout ça, là, je vais enlever les coordonnées. Tout ça, ça nous permet un peu de comprendre les mouvements de la Terre, justement. Tu sais, vous parlez de rotation avec vos élèves, quand les constellations sont visibles ou pas, ben justement, avec ça, avec euh, Stellarium, on peut vraiment montrer comment les choses se lèvent à l'est, se couchent à l'ouest. Je dis les choses, dans le fond, c'est oui, le Soleil, mais la Lune aussi fait ça, les planètes, toutes les étoiles, ce mouvement d'est en ouest, à part au nord, où là, on a les constellations circumpolaires et l'étoile polaire aussi. On peut aussi parler du mouvement annuel de la Terre, comme pourquoi les choses vont changer, les saisons aussi. Donc, je vais vous montrer un peu ce qu'on pourrait faire à ce niveau-là. Je vais revenir vers le sud. Je vais juste regarder rapidement le chat. S'il y a des questions, n'hésitez pas pour cette partie-là. Je vois que moi, déjà, les fonctionnalités, ça l'aide déjà pour les gens. S'il y a des gens qui se sont rejoints par la suite, on est sur le site Stellarium Web et je vais. Attendez-moi un petit peu. Comment je peux. Je vais. Voyons. Ah, excusez, j'ai un bug avec. Je vais repartager les Google. Ah, ben non, je peux juste la copier. Excusez-moi. Petite crampe au cerveau. Voilà. Si vous venez de joindre, vous pouvez aller accéder au Google Slides aussi de cette façon-là. Euh, donc, là, ce que je veux vous montrer, c'est au niveau des saisons. C'était comme l'activité 2 un peu que je voulais vous montrer. Comment on pourrait montrer la différence dans la hauteur du ciel, du soleil dans notre ciel? Ben, il y a différentes façons de le faire. Là, je vais revenir, disons, présentement. Ouais, c'est ça, le soleil. Ben là, j'avais enlevé l'atmosphère, hein, donc le soleil est en train de se coucher. Ce serait peut-être plus convivial. Je vais enlever les constellations. Non, je vais enlever l'atmosphère, qu'on puisse voir le soleil plus clairement un peu dans le ciel. Je vais rajouter mes coordonnées équatoriales et là, je vais aller plus. Excusez, je recule dans le temps. On va aller tout à l'heure avancé, donc c'est entre midi et 1 heure là, environ que le soleil est pas mal au sud. Donc aujourd'hui, quand le soleil est à son plus haut dans le ciel, donc environ vers le sud, voici sa hauteur dans le ciel, quand je regarde vers le sud. Vous voyez en passant, il y a Mars, Mercure, Vénus aussi qui sera dans le soleil. Euh, en même temps. Euh, je vois la question là, de Déborah. Puisque ce n'est pas en temps réel, est-ce que c'est un ciel enregistré que l'on voit? Non, c'est pas un ciel enregistré, c'est un ciel modélisé. Donc, c'est vraiment par ordinateur qu'on le modélise. Comme par exemple, ici, la grosseur de Vénus, ça montre vraiment qu'elle est plus brillante que les autres. Donc, ça reste une simulation, une très, très bonne simulation, mais ce n'est pas le vrai ciel qu'on voit. Donc, aujourd'hui, le ciel à midi, ouais, à son plus haut dans le ciel, on est à l'heure avancée, donc là, c'est plus vers 1 heure d'après-midi, vers 13 heures. Mais regardez, si je change de mois, moi au mois de novembre, c'est un peu plus bas. Là, il y a décalé aussi parce que là, on va avoir changé l'heure, donc on va revenir vers le sud. Et si je l'amène au mois de décembre, non, excusez, j'ai changé 11, 12. Donc, au mois de décembre, si je vais dans le coin du solstice, et là, vous voyez plein de choses bouger, hein, les planètes bougent, la Lune peut pouvoir passer de temps en temps, il y a des comètes qui viennent de passer. Mais bref, au solstice d'hiver, le soleil va être beaucoup plus bas dans le ciel. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'on va partir du solstice d'hiver, donc au mois de décembre, et je vais... Ah, mais regardez, je vais essayer d'y aller de jour en jour, hein.
c'est sûr que le soleil va sembler faire un peu un mouvement d'est-ouest, là. Surtout quand on va changer l'heure au mois de mars, vous allez voir, ça va comme sauter un peu. Mais regardez bien, ça, c'est à son plus bas dans le ciel. Et là, regardez, on regarde toujours à midi environ à tous les jours. Là, ça vient de sauter, on est rendu au mois de mars. Et là, regardez, on va se rendre jusqu'au mois de juin. Regardez comment le soleil est beaucoup plus haut dans le ciel. Donc, solstice du mois de juin, là, il faudrait que j'aille plus à midi 51, comme on est à l'heure avancée, pour être au sud. Et regardez comment il est beaucoup plus haut. Tantôt, on était ici, là, on est là. Donc, dans Stellarium, on peut montrer la hauteur du ciel qui varie au cours de l'année. Puis là, c'est intéressant, là, vous pouvez justement regarder comment ça change. Là, il va redescendre au fil des jours. Donc, encore une fois, quand le soleil atteint son point le plus haut dans le ciel, dans le coin de midi, puis là, c'est les sauts d'heure, les changements d'heure sont un petit peu tannants dans Stellarium parce que ça saute tout d'un coup, mais c'est intéressant. Puis là, vous pouvez voir les planètes même qui bougent autour, là. On voit Vénus et Mercure là, qui font des. Mercure qui fait des petits tours autour. J'aimerais ça qu'on puisse enlever les changements d'heure. Je suis rendue en 2028. OK, donc ça avançait quand même assez vite. Ce qu'on peut aller voir, une autre option aussi, je reviens ce soir et là, je regarde du côté ouest. Du côté ouest, présentement, ben, c'est ça, il y a les planètes Mercure et Mars là, qui sont très, très basses à l'horizon dès que le soleil se couche. Mais voici à peu près où le soleil va se coucher. D'ailleurs, il va se coucher très bientôt. Il est un petit peu au sud-ouest. On dit que le soleil se couche à l'ouest, là, mais en réalité, il se couche à l'ouest exactement seulement aux équinoxes. Donc, vers le 22 septembre et le 22 mars, hein. Donc, on n'est pas longtemps après l'équinoxe. Donc, il est quand même assez près de l'ouest, mais il est un peu au sud-ouest. Et là, c'est un peu difficile de faire avancer le temps pour montrer les couchers de soleil chaque jour, comment que ça décale, parce que malheureusement, l'heure du coucher de soleil n'est pas la même chaque jour. Mais regardez, si on va, disons, regardez bien, là, le soleil aujourd'hui se couche pas loin de l'ouest. Si je vais dans 2 mois, puis que je retrouve mon coucher du soleil, ben regardez, il est quand même un peu plus au sud-ouest, hein. Et si, à l'inverse, je vais au solstice d'été, là, évidemment, à 6 heures, il ne sera pas encore couché, fait qu'il faut que j'avance l'heure. Il va se coucher beaucoup plus du côté du nord-ouest. Donc, vous pourriez le voir dans Stellarium. Vous pouvez demander à vos élèves aussi. Tu sais, moi, je sais que chez moi, c'est assez évident. Tu sais, le soleil ne se couche même pas dans la même fenêtre là, en été et en hiver. C'est pas du même côté de la maison. Ou le lever du soleil, tout dépendant. Souvent, les gens vont peut-être plus porter attention au coucher qu'au lever. Ça dépend si vous êtes lève-tôt. Mais ça, c'est intéressant aussi de voir comment que le soleil va se déplacer à l'horizon entre l'hiver et l'été. Donc, les saisons, mais c'est une façon qu'on peut expliquer ça justement avec Stellarium aussi. Ça va jusque-là? Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai d'autres fonctions à vous montrer, puis je vois que le temps avance. Ah oui, prochaine étape, ben, s'il y a des questions, je vais les prendre, là, mais je vais continuer. Je reviens ce soir. Là, je vais aller voir plutôt de l'autre côté, puis je vais avancer le temps un petit peu, parce que la Lune va être là ce soir. Elle va se lever. J'aurais peut-être pu juste utiliser ça pour aller plus rapidement. Ah, voilà, elle était vraiment plus du côté nord-est. La Lune ce soir. D'ailleurs, si on clique sur la Lune, bon, j'ai réussi à cliquer à côté, j'ai pris les Pléiades. Si je clique sur la Lune, vous voyez, je peux la centrer aussi, je peux zoomer un peu pour la voir mieux. C'est quand même beau. On a une gibbeuse décroissante ce soir. On voit ici sa phase, 88% illuminée. Et on voit qu'elle se lève à 19h17, qu'elle va se coucher le matin à 10h17 aussi. Donc, c'est intéressant. Ici, vous pourriez comparer les heures de lever et coucher, tout dépendant de la phase aussi. Euh, mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est voir comment elle change dans le ciel de soir en soir. Là, pour faire ça un petit peu mieux, ça, c'est ce soir. Regardez, demain soir, à la même heure. Donc, ça, c'est ce soir vers 21h, là. Demain soir, à la même heure, la Lune va être ici. Elle a fait un bond vers l'est dans le ciel et sa phase est rendue à 79. Elle est de moins en moins illuminée parce que là, on est dans la phase décroissante. Elle va se lever plus tard aussi, donc. Elle se lève plus tard de soir en soir et là, dans ce cas-ci, c'est décroissante. Mais là, on va la perdre un peu après ça, là, si on veut regarder en soirée. Fait que ce que je vais faire, là, je vais tricher un petit peu. Je vous amène du côté est, excusez, du côté ouest. OK? Et là, on va regarder plutôt un peu vers là, excusez, c'est pas ça.
On va regarder vers 19h. Pas mal noir de ce temps-là vers 19h. Je vais enlever les coordonnées aussi pour l'instant, là, pour avoir moins de choses à l'écran. Et je vais avancer là, de soir en soir. Et éventuellement, on va avoir la Lune qui réapparaît dans quelques semaines. Oh, voilà, la Lune réapparaît. Donc là, on n'a pas regardé les phases qui étaient visibles comme de jour. Dans 2 semaines, environ là, vers le 25, on va avoir la Lune croissant qui va réapparaître à l'horizon ouest. Donc là, j'ai un petit croissant de Lune ici, illuminé à 17%. Et là, regardez bien de soir en soir. Là, il est rendu ici. 24%, un petit peu plus. Tu sais, le croissant a épaissi, là. Et là, en plus, elle est devant la Voie lactée, là. C'est quand même assez beau à voir ici. J'ai toute la Voie lactée, notre galaxie vue de côté dans le ciel. Mais évidemment, pour la voir comme ça, il faut être en campagne. Si je viens ici, d'ailleurs, je peux peut-être l'enlever. Tu sais, c'est très beau, mais je vois que je me doute que c'est pas la vue que tout le monde a, là. Fait qu'on va essayer de. Ouais, je vais enlever ça aussi. OK. Donc, encore une fois, j'ai ma lune ici. Là, on saute de soir en soir. Regardez, la lune est rendue ici. Elle est rendue là. Donc, de soir en soir, elle se déplace dans le ciel et le croissant, dans ce cas-ci, grossit là, de soir en soir jusqu'au premier quartier. Ensuite, vers la pleine lune, la jeune gibbeuse vers la pleine lune. Je vous avais dit qu'on verrait beaucoup de satellites, hein. On en voit énormément. Donc, tu sais, pour travailler la pleine lune, ça pourrait être intéressant de voir elle est où. C'est sûr qu'observer, moi, je recommande toujours d'observer dans le vrai ciel, là, si on peut, mais ça reste, c'est quand même limité. Et dans Stellarium, on peut modéliser. Vous pourriez demander à vos élèves, ben, tu sais, la pleine lune se lève vers quelle heure, donc ce mois-ci, puis est-ce que la prochaine pleine lune va se lever environ vers la même heure, tu sais, pour voir est-ce qu'il y a des cycles qui se répètent dans tout ça aussi. Donc, ça pourrait être intéressant, là, regarder la lune qui se déplace dans le ciel, comment elle change de plus en plus grosse dans ce cas-ci, vu que c'est les phases croissantes aussi. Donc, c'est vraiment, pour les phases de la Lune, ça peut être très riche aussi là, de fouiller de cette façon-là. Je vois une question de Louis. J'ai toujours eu de la difficulté à repérer et observer Mercure. Avez-vous des conseils à cet effet? Là, excusez, je suis partie à rire parce que Mercure, c'est un défi, là. C'est vraiment pas la plus facile. Moi, une des seules fois que je l'ai vu clairement, j'étais à Hawaï dans un site extraordinaire d'observation astronomique. En fait, c'est la première fois que je l'avais vu, c'était là. Puis j'avais un horizon vraiment plat, je savais elle allait être où. Puis tu sais, j'ai vraiment là, fouillé pour l'observer parce que sinon, oui, elle est visible, mais comme elle est toujours dans la lueur du lever ou du coucher du soleil, c'est quand même un défi à observer. Donc, de trucs spécifiques, ben, horizon plat, puis de savoir exactement elle est où, de regarder dans le ciel, essayer de la trouver. C'est sûr qu'avoir, par exemple, Stellarium sur notre mobile, sur appareil mobile, pour s'orienter, savoir exactement elle serait où, mais c'est un défi. Donc, je ne passerai pas plus de temps sur ça parce que je pense pas que c'est un objet qui est comme facilement. C'est pas nécessairement facile pour tous là, de faire. C'est un peu une coche au-dessus, là. C'est un petit défi pour repérer Mercure. Fait que c'est normal que vous ayez eu de la difficulté à la repérer, moi aussi. Donc, je termine un peu les phases de la Lune avec ça. Euh, je voudrais vous parler rapidement des planètes, puis là, je vais vous montrer quelques autres fonctions aussi. Les planètes, dans le fond, bon, on en voit depuis tantôt. Ce que je veux vous montrer, c'est dans les View Settings ici, je peux faire ajouter la ligne de l'écliptique. C'est quoi ça? L'écliptique, en gros, c'est le plan du système solaire projeté dans le ciel. Tu sais, le système solaire, quand on le voit, là, on voit les dessins, tout ça, c'est quand même assez plat. Tu sais, il y a le Soleil au centre, puis les planètes orbitent toutes à peu près dans le même plan. Tu sais, ils ne sont pas une comme ça, puis disons Mercure comme ça, puis la Terre comme ça, puis Jupiter comme ça. Ils sont vraiment toutes dans le même plan. Fait que ce plan-là dans le ciel, c'est ce qu'on appelle l'écliptique. Par définition, c'est vraiment la trajectoire du Soleil dans le ciel. Donc, le Soleil, par définition, va toujours être sur l'écliptique, ce point-là de référence, cette ligne-là de référence, mais les planètes et la Lune vont toujours être très près. La Lune va varier d'environ 5 degrés, les planètes par quelques degrés aussi. Donc, là, si je reviens, disons, aujourd'hui, ben, par exemple, le Soleil s'en va se coucher. Vous voyez ici ben, Vénus là, qui va être plus visible demain matin là, parce qu'elle est de l'autre côté. Mercure, Mars qui sont pas mal sur l'écliptique. Euh, Là, ce soir, on va avoir, si j'avance les heures, on va avoir Saturne. Plus tard ce soir, attendez un petit peu. Plus tard ce soir, on va avoir, bon, justement, la Lune. Et on va voir Jupiter aussi là, qui va se lever plus tard dans la nuit. On devrait l'avoir. Et voilà, Jupiter. Moi,
ce que je réalise, c'est qu'il y a très peu d'élèves qui savent qu'ils peuvent voir des planètes dans le ciel. Quand je vais en classe et je demande qui a déjà vu des planètes, ou des fois je dis, saviez-vous que présentement, même quand elles sont, tu sais, Jupiter, elle est très brillante dans le ciel. Dans quelques mois, elle va être visible en soirée. Des fois, je dis, savez-vous que Jupiter est visible présentement? Elle saute aux yeux, c'est facile à voir. Et très peu le savent. Donc, ça peut être vraiment intéressant quand vous parlez du système solaire de commencer par dire, hey gang, on peut en voir une ce soir, une planète dans le ciel. Fait que ça, c'est, moi, je trouve que c'est une façon d'enseigner le système solaire qui est quand même différente, qui rend ça concret. Même si vous n'avez pas de télescope, même si les gens ne peuvent pas l'observer au télescope, c'est sûr, c'est une coche au-dessus, là, de voir les anneaux de Saturne, puis les bandes sur Jupiter ou ses lunes, c'est quand même trippant. Mais même sans ça, juste de pouvoir dire, hey, j'ai vu Jupiter dans le ciel, moi, je trouve que c'est une belle façon d'apporter le système solaire. Je vous dis que Jupiter va être plus belle dans quelques mois. Attendez un peu. Si je vais en décembre, en début de soirée, regardez, en mois de décembre, déjà à 19h30, on va la voir à l'est. Donc, tout l'hiver, en gros, on va la voir très facilement. Très brillante, Jupiter. Si certains élèves ont un télescope, moi, la première fois que j'ai vu Jupiter au télescope, c'était avec un télescope même pour oiseaux, là. C'était pas un optimisé du tout pour l'observation astronomique. Et j'avais vu ces quatre lunes principales, qu'on voit ici d'ailleurs. C'est quand même impressionnant à voir. Et ça, d'ailleurs, ben, ça a été une des premières preuves que tout ne tournait pas autour de la Terre. Parce que si, là, je pense que, parce que, regardez, si je vais le lendemain, et le lendemain, et le lendemain, ben, on voit que les quatre points se déplacent autour de Jupiter. Et ça, Galilée, à l'époque, a observé ça et a dû en conclure que ces points-là tournaient autour de Jupiter. Tout ne tournait pas autour de la Terre. Donc, c'est quand même intéressant aussi. Là, je parle au télescope, évidemment, mais quand même, juste la voir à l'œil nu, très brillante, elle va sauter aux yeux. Donc, si vous dites à vos élèves, donc, je vais en janvier, là. Si vous dites, regardez vers l'est ce soir, vers le sud-est, vous allez voir le point le plus brillant qui est là, c'est Jupiter. Ben, c'est quand même le fun de l'enseigner comme ça. Euh, donc, rapidement, les planètes, il y a quand même beaucoup de choses aussi. Et je veux terminer avec... oups, excusez. En fait, là, je suis en train de tout mêler la vue, mais c'est pas grave parce que je vais arrêter mon partage d'écran une minute et je vais le repartir. Attendez un petit peu. Hop. Oh, il faut que je vous retrouve, là, je vous ai perdu. Donc là, je vous partage la version téléchargeable de Stellarium. Vous devriez le voir en... Ouais, vous devriez le voir. Là, OK, bon, ça devrait être correct. Euh, Version téléchargeable, il y a plus d'options, mais les fonctions sont similaires. Vous devez commencer par vous placer sur Terre. Assurez-vous que vous êtes au bon endroit. Il y a différentes façons de le faire. Tu sais, j'aurais pu choisir Montréal dans la liste ici de villes et ça aurait été assez proche pour que ça soit correct. Donc, il ne faut pas virer fou non plus avec la position exacte, mais si vous êtes vraiment maniaque, vous pourriez rentrer latitude et longitude exactement de votre maison. Mais ça va être correct. Vous avez date et heure. Moi, j'aime beaucoup les faire afficher dans le bas ici. Bon, là, ma fenêtre est assez petite, donc ça prend beaucoup de place, là. Donc, vous voyez un menu à gauche, la recherche, différentes choses. En bas ici, on a les constellations aussi. Et là, je l'ai fait afficher en français, mais là, je veux juste vous le mentionner parce que tantôt, j'ai eu des problèmes. Dans la configuration générale, ici, vous voyez où je suis allée, vous pouvez mettre la langue par défaut. Le français canadien, ils ont l'option, il semble avoir des bugs avec. Fait que là, j'ai juste mis français là, parce que la version canadien-français ne semblait pas fonctionner. Mais c'est ça, on peut avoir les constellations quand même en français, c'est intéressant. On peut faire afficher encore. Quand on fait les coordonnées, il y a plein de choses ici. Par défaut, là, ils vont faire afficher les pluies de météores. C'est un peu bizarre, je trouve. Moi, j'aimerais mieux qu'ils ne soient pas là par défaut. Personnellement, je les enlève. Et on peut enlever les satellites artificiels aussi dans Stellarium. Vous pouvez faire accélérer le temps ici, ou encore une fois, vous pouvez l'utiliser, mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment le faire accélérer là, comme ça, sans arrêt, par exemple. Donc, fonction, j'ai montré très rapide. Ah oui, je tiens à vous mentionner que quand Stellarium part, il est en mode plein écran. Et là, c'est un peu difficile parce qu'on dirait qu'on n'a pas les fonctions pour minimiser, là, justement, ici, notre fenêtre. Donc, venez ici, ça ici, le mode plein écran, enlevez-le
Et là, vous allez retrouver votre barre en haut de la fenêtre pour changer de fenêtre si vous avez besoin. Je tiens à le mentionner parce que moi, les premières fois, j'ai un petit peu de misère avec ça. Mais là, ce que je veux vous mentionner, c'est que si je viens dans l'affichage ici, j'ai bon, plein de choses qu'on peut faire afficher. Vous pourrez fouiller avec ça si vous voulez, mais j'ai culture céleste, hein. Et là, je pourrais faire afficher, par exemple, les constellations Inuit. Donc, je vais revenir, je vais quitter cette fenêtre-là. On voit que c'est pas très riche, mais quand même, on voit que ce que nous, on appelle la grande ours, mais c'est le caribou. Et on a aussi le dessin du caribou dans le ciel. Donc, ça peut être intéressant de montrer, justement, vous avez des élèves qui viennent de l'Inde, de la Chine, tu sais, d'un autre pays. Vous pourriez aller voir si des constellations de leur culture sont là. Ça peut être très riche comme discussion aussi avec eux, tout l'aspect culturel. Et encore une fois, il n'y en a pas une qui est plus valide que l'autre. C'est juste que, bon, l'Union astronomique internationale étant une organisation occidentale, dans le fond, ils ont décidé que 88 constellations, surtout de la mythologie gréco-romaine, formeraient la référence officielle dans le monde, mais c'est tous des dessins inventés et les constellations des autres cultures sont aussi valides. Donc, je trouve ça vraiment intéressant d'apporter l'aspect culturel aussi. Donc, je voulais vous le mentionner, puis en même temps, ça, c'est seulement dans la version téléchargeable. Donc, ça me permettait de vous montrer un peu aussi les fonctions là, de ça. Mais ça reste qu'il y a quelques erreurs. Là, vous voyez, c'est pas tout traduit non plus. Je sais qu'il y avait des cultures qui étaient représentées, qui ont été enlevées parce que, évidemment, le respect de la culture aussi, en tout cas, il y a quelques enjeux de ce côté-là. Ce n'est pas n'importe qui peut faire ajouter des constellations. Il faut s'assurer que c'est correct, ça représente bien, mais ça peut être intéressant d'aller fouiller un peu quand même de ce côté-là, comme piste de départ, peut-être aller s'informer un peu plus. Constellation hawaïenne, si, attendez un petit peu, si je vais vers le sud, que je reviens un peu de quelques mois en arrière, bien, vous avez le fameux crochet, entre autres, ceux qui connaissent le film Moana, le crochet, la ligne de pêche du chef, dans le fond, le crochet de Maui, là, il est là. Donc, ça peut être intéressant aussi de le montrer. Bon, ceci étant dit, je vous jase depuis 1 heure, hein. Là, je vais arrêter mon partage. Si vous avez des questions, ça me fait vraiment plaisir de les prendre, hein. Peut-être que ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter l'enregistrement tout de suite. Donc, si vous avez des questions dans les Google Slides, encore une fois, je vais les partager dans le chat pour ceux qui sont en ligne avec moi. Dans les Google Slides, là, il y a des. C'est un peu un aide-mémoire, hein. Donc, vous pouvez l'utiliser comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, hein. Et si vous avez écouté l'enregistrement jusqu'à la fin, n'hésitez pas non plus, ça me fait plaisir. Je suis là pour vous aider.